Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. Les portes de la création. Tome 2 de la saga des Hommes-Dieux. Par Philippe José Farmer. Chapitre 7. De la pénombre d'un anthropon, près d'un sphéroïde de sustentation géant, Vala surgit. Elle riait, non pas hystériquement, mais gaiement, comme si elle s'amusait beaucoup. Wolf était certain que s'il y avait eu un peu plus de clarté, il aurait pu voir la joie briller dans ses prunelles. « Je suis heureux pour toi que tu trouves cela drôle, » fit-il. Il était couvert du sang des Nikidors que son abondante transpiration lavait rapidement, et il tremblait. « Tu as toujours été spécial, Vala. Même enfant, tu adorais nous faire enrager et nous jouer des farces cruelles. Et devenue femme, tu n'as pas cessé d'aimer la souffrance et le sang chez les autres, plus que l'amour. »« Je suis de la race des seigneurs, » répliqua Vala, « la vraie fille de mon père. Je pourrais ajouter la sœur de mon frère, car tu n'étais pas différent de moi, Jadawin, avant que ce séjour sur la terre n'ait fait de toi une mauviette au cœur tendre à moitié dégénéré. » Elle se rapprocha de lui, baissant la voix. « Il y a bien longtemps que je n'ai eu un homme, Jadawin. Et tu n'as pas touché une femme depuis que tu as franchi la porte. Je te connais, mon frère chéri. Je sais que tu as le sang chaud et que tu commences à souffrir dès qu'un jour se passe sans qu'une femme ait partagé ton lit. Ne peux-tu laisser de côté cette évidente et incompréhensible aversion à mon égard et venir avec moi? Il y a dans cette île des centaines d'endroits discrets où personne ne risque de nous déranger. Je te le demande bien que mon amour-propre en souffre. » Elle disait vrai. Il était de nature excessivement robuste et vigoureuse. Il sentit en lui un désir que seule une activité de tous les instants avait pu jusqu'ici refouler. Même la nuit venue, lorsqu'il allait se coucher, son esprit était continuellement occupé à échafauder des plans, à prévoir 1000 possibilités et 1000 parades pour le jour où, enfin, il affronterait son père. « Après le carnage, la luxure, » dit-il. « Ce n'est pas moi qui excite ton désir, mais le choc des épées et le jaillissement du sang. »« Il y a un peu des deux, » fit Vala. Elle tendit la main vers lui. « Viens. » Il secoua la tête. « Non, je ne veux pas t'entendre parler de cela. L'affaire est morte et enterrée. » Elle se dressa comme une furie. « C'est toi qui le sauras bientôt. Nul n'a jamais... » Elle fit volte-face et s'éloigna. Lorsqu'il la revit un moment plus tard, elle était en train de parler à voix basse à Palamabron. Au bout de quelques instants, le couple s'éloigna dans l'obscurité d'une coursive. Il songea un instant à leur donner l'ordre de revenir. C'était un abandon de poste caractérisé. En ce qui concernait les Nikidors, tout danger semblait écarté. Mais si la pluie de mercure s'intensifiait, l'île risquait d'être sévèrement endommagée ou détruite. Il haussa les épaules et se détourna. Après tout, il n'avait aucune délégation d'autorité. La coopération entre les seigneurs résultait d'un accord verbal. Aucune méthode de coercition, aucune sorte de sanction n'avait été formellement prévue. De plus, s'il intervenait, on l'accuserait d'être poussé par la jalousie, ce qui ne serait pas entièrement faux. En voyant Vala s'éloigner avec un autre homme, en effet, il avait ressenti comme un serrement au cœur, et le fait qu'après 500 ans, et après ce qu'elle avait voulu lui faire, il put encore éprouver à son égard la moindre parcelle de sentiment donnait assez la mesure de ce qu'elle avait jadis représenté pour lui. Il interrogea Dugarn. « Combien de temps ces pluies durent-elles d'habitude ?»« Il faut compter une demi-heure, » répondit le chef abutal. « Les gouttelettes de mercure forment le sillage des comètes noires. Nous les appelons le rire d'Urizen, car nous savons que c'est lui qui les a créées. Urizen est un dieu méchant et sanguinaire, et rien ne le réjouit autant que les souffrances de son peuple. » Dugarn ne professait pas tout à fait à l'endroit d'Urizen les mêmes opinions que les seigneurs. Au cours des nombreux millénaires que ses descendants d'anciens seigneurs pris au piège avaient passé sur la planète, le nom d'Urizen au panthéon des Abutals était devenu celui d'un dieu du mal. Comme les autres indigènes, Dugarn n'avait qu'une connaissance imprécise de l'univers où il était né. Pour eux,
Il ne pouvait pas exister d'autre monde que le leur. Les seigneurs étaient des demi-dieux, fruits de l'union d'Orizen et de mortels. Bien qu'extraordinairement puissants, les seigneurs étaient eux aussi mortels. Une brusque explosion se fit entendre. Wolf craignait un instant que l'un des sacs situés à l'autre extrémité de l'île n'eût été transpercé. Mais un abutal vint leur annoncer qu'un nid des Nikidors avait éclaté. Moins protégé que l'île par son revêtement végétal, il avait été atteint dans ses œuvres vives par une forte concentration de gouttelettes et un sac avait éclaté, provoquant une réaction en chaîne qui avait détruit le nid entier. Wolf alla trouver Théotormon tapi dans un coin. Son frère leva vers lui un regard haineux et misérable. Lorsque Wolf essaya de l'interroger, il détourna la tête et refusa de répondre. Puis, au bout d'un moment, comme Wolf restait accroupi à côté de lui sans rien dire, il commença à remuer nerveusement. Finalement, il regarda Wolf dans les yeux et parla. « T'as appris ce que m'a dit notre père. Il y a 4 planètes qui gravitent autour d'une 5e. Cette dernière est Tapir-Matsum, où se trouve sa citadelle. Chaque planète a environ la taille de celle où nous sommes, et elles sont toutes distantes à Tapir-Matsum de 25 km seulement. Cet univers n'est pas de création récente. Elle fait partie d'un ensemble formé par Urizen il y a 15 000 ans au moins. Son existence est restée secrète, car Urizen n'en active les portes que lorsqu'il désire entrer ou sortir. Cela explique pourquoi les détecteurs sont inopérants. « Je comprends maintenant pourquoi on n'aperçoit que 3 corps célestes, » déclara Wolf. « Les 4 planètes extérieures sont situées au coin d'un quadrilatère régulier. Celle qui se trouve en face de nous est toujours cachée par Tapir-Matsum. » Il avait appris à ne plus poser de questions sur la nature des forces capables de maintenir de si énormes masses à des distances relativement faibles et sur des orbites apparemment immuables. La science des seigneurs dépassait sa compréhension. En fait, elle dépassait la compréhension de n'importe quel seigneur. Ils étaient les derniers dépositaires de pouvoir dont ils ne comprenaient plus les principes, et ils s'en souciaient fort peu. L'essentiel était qu'ils puissent utiliser ces pouvoirs. C'est cette ignorance des principes relatifs à leur science qui rendait parfois les seigneurs si vulnérables. Chacun possédait un nombre donné d'armes et de machines, qu'une partie vint à être dérobée, perdue ou détruite, et le seigneur n'avait d'autre ressource pour la remplacer que d'aller voler un autre seigneur, si ce qu'il cherchait existait encore. De là découlait l'existence inévitable de failles dans les défenses que dressaient les seigneurs pour se protéger les uns des autres. Le principal était de vivre suffisamment longtemps tout en attaquant pour découvrir ces failles. C'est pour cette raison que, quelle que fût l'impuissance apparente du groupe face à Urizen, Wolf ne perdait pas espoir de vaincre. En attendant la fin de la pluie de mercure, il eut le temps de laisser vagabonder son esprit. De quelques recoins de ses pensées émergea une idée qui le tracassait sourdement depuis longtemps. Elle n'avait rien à voir avec la situation présente. Sans doute son inconscient cherchait-il par tous les moyens à lui faire oublier l'infortunée Chryséis, pour laquelle il ne pouvait rien en ce moment. Depuis le moment où il avait recouvré la mémoire de son existence de seigneur, les noms de ses pères, frères, sœurs, cousins, et le sien, Jadawin, seigneur du monde aux nombreux niveaux, n'avaient pas cessé d'exciter sa curiosité. Tous ces noms, Urizen, Vala, Luva, Ananya, Théotormon, Palamabron, Enyon, Ariston, Tarmas, Rintra, appartenaient à la sombre et gigantesque cosmogonie établie par William Blake dans ses œuvres didactiques et symboliques. Une chose était certaine, ce n'était pas par simple coïncidence que les noms étaient les mêmes. Mais comment le poète mystique anglais avait-il pu en avoir connaissance? Avait-il pu rencontrer un seigneur dépossédé et errant qui, pour quelque raison, lui avait raconté son histoire? Ce n'était pas impossible, et Blake avait dû se servir d'une partie du récit du seigneur dans ses poèmes apocalyptiques, mais il avait considérablement déformé l'histoire. Un jour, si Wolf ressortait vivant de cet univers piège, il entreprendrait des recherches pour éclaircir la chose sur la Terre, mais également auprès des seigneurs qui voudraient bien lui permettre de les approcher d'assez près pour parler. Brusquement, le martèlement des gouttes cessa. Après avoir attendu encore une demi-heure pour être certain que l'orage était bien passé, les insulaires regagnèrent le pont. Le revêtement était déchiré, boursouflé, calciné. Les murs avaient été tellement criblés que racines et feuilles pendaient en logs informes. La proue avait été soumise à un bombardement particulièrement intense et était presque entièrement détruite. De minuscules globules de mercure parsemaient tout le pont.
Theotormon commenta. Les pluies de mercure ne sauraient être comparées à des averses de météorites. Dans le premier cas, les gouttelettes ne se déplacent guère à plus de 500 km à l'heure au moment où elles pénètrent dans l'atmosphère et sont considérablement ralenties et brisées avant de retomber à la surface, ce qui n'empêche pas... D'un geste circulaire de sa nageoire, il montra le pont dévasté. Wolf regarda au loin en direction de l'océan. Les quelques nids survivants s'éloignaient lentement sous l'action des courants aériens. Les hommes volants avaient désormais autre chose à faire que renouveler leur attaque. L'un des nids était tellement surchargé de réfugiés d'autres nids qu'ils perdaient régulièrement de l'altitude. Dugarn était découragé. Les pertes des habitants étaient si grandes qu'il serait difficile de manœuvrer l'île et pratiquement impossible de la défendre contre une nouvelle attaque. Il s'était maintenant condamné à errer misérablement autour de la planète sans l'espoir de redevenir puissant tant que la nouvelle génération n'aurait pas grandi. Et il était peu probable que d'ici là, de nouvelles calamités ne s'abattent sur l'île. « Mon peuple est condamné à périr », conclut Dugarn. « Pas forcément », dit Wolf. « Après tout, vous avez toujours la possibilité d'éviter le combat avec les autres îles, volantes ou flottantes. Vous m'avez expliqué vous-même que, pour que la bataille soit possible entre deux habitats, il faut qu'elles manœuvrent chacune de son côté pour s'accoster. Rien ne vous oblige à le faire. Quant aux Nikidors, ils sont rares. C'est la première fois depuis 15 ans que vous tombez sur une formation de nid. »« Comment ?» s'exclama Dugarn, interloqué par une telle suggestion. « Fuir le combat ? Mais c'est impensable. Nous serions des lâches. Nous serions la risée de tous nos ennemis. »« Ridicule, » fit Wolf. « Si vous ne leur en donnez pas l'occasion, les autres Abutals ne peuvent même pas s'approcher d'assez près pour vous identifier. Mais cela n'est pas mon affaire après tout. Si vous préférez mourir parce que vous êtes incapable de changer vos habitudes, je n'ai plus rien à dire. » Wolf aida les Abutals à remettre un peu d'ordre dans l'île. Les Nikidors morts ou blessés furent jetés par-dessus bord. Les cadavres des Abutals furent l'objet d'une longue cérémonie funèbre où Dugarn officia en remplacement du sorcier qui avait eu la tête arrachée au cours de la bataille. Après quoi, les corps rejoignirent un à un leur dernière demeure, l'océan. Jours et nuits se succédèrent avec monotonie, tandis que l'île volante dérivait au gré des courants réguliers. Wolf passait une grande partie de son temps à observer les gros disques bruns des autres planètes. Dire qu'Apirmatsum était seulement à 25 000 kilomètres de là, si proche et pourtant si lointaine, aussi inaccessible que si elle s'était trouvée à des millions de kilomètres. Mais était-ce bien certain ? Un plan germa dans son esprit, si fantastique qu'il le rejeta presque. Même s'il parvenait à se procurer ce dont il avait besoin, il y avait une chance, la plus infime des chances, pour qu'il pût le mener à bien. La Bouta survola la zone polaire, dont la surface ressemblait au reste de la planète. À 2 reprises, des îles ennemies furent signalées. Chaque fois, lorsqu'elles changèrent de route pour se porter à leur rencontre, Dugarn, la mort dans l'âme, commanda de fuir. Les batteries de sacs d'un seul bord s'étaient mises en action, afin d'imprimer à l'île une lente poussée latérale, de sorte que la distance entre les deux îles restait constante. Au bout d'un moment, l'ennemi ayant dangereusement épuisé ses réserves de gaz, abandonnait la poursuite. Dugarn expliqua que les manœuvres d'approche destinées à amener 2 Abutals en position de combat duraient parfois jusqu'à 5 jours entiers. « Je n'ai jamais vu de gens si obstinés à rechercher la mort, » répondit simplement Wolf. Puis un jour, alors que les seigneurs avaient l'impression d'être condamnés à survoler l'océan monotone jusqu'à la fin des temps, une vigie lança un cri qui fit accourir tout le monde sur le pont. « La mer de toutes les îles !» criait-on. « Droit devant ! La mer des îles !» En fait de mer des îles, les bébés qu'elle avait enfantés devaient être plutôt menus le jour de leur naissance. D'une altitude de 3000 pieds, Wolf pouvait d'un seul coup d'œil embrasser la masse flottante dans toute son étendue. Elle ne devait pas dépasser 50 kilomètres dans le sens de la longueur et 20 à son endroit le plus large. Mais tout est relatif, et sur ce monde, elle faisait figure de continent. On distinguait des criques et des baies, et même des dépressions qui formaient des lacs d'eau de mer. À des époques diverses, une force naturelle, peut-être la collision avec d'autres îles, avait plissé le sol en certains endroits. Des collines avaient surgi, et c'est au sommet de l'une d'elles que Wolf aperçut les portes. Il y en avait 2, 2 hexagones de métal luminescent, l'un et l'autre aussi vastes qu'un hangar à zeppelin. Wolf s'empressa d'aller avertir Dugarn,
Le chef Aboutal avait déjà vu les portes et était occupé à lancer les ordres nécessaires. Depuis longtemps, il avait été convenu entre lui et Wolf qu'à partir du moment où les portes seraient découvertes, leur alliance cesserait. Wolf et les autres seigneurs pouvaient maintenant quitter la Bouta. Il n'était plus temps de lâcher du gaz pour réduire l'altitude de l'île. Avant même que la manœuvre fût amorcée, la Bouta aurait largement dépassé la Mezza, la mer. C'est pourquoi les seigneurs se hâtèrent vers le pont inférieur, où les attendaient des harnais individuels fixés à des grappes de sacs. Munis de ces encombrants équipements, ils furent halés jusqu'à l'écoutille. Dugarn et les Aboutal s'empressèrent autour de Wolf et de Louva pour leur dire adieu, ignorant les autres seigneurs. Ils les embrassèrent et pressèrent dans leurs mains la jeune fleur de la plante à gaz. Après avoir pris congé d'eux avec émotion, Wolf sauta dans le vide. Il tomba rapidement, à peu près à la même vitesse qu'un homme soutenu par un parachute. Les autres seigneurs le suivaient de près. Avisant un espace relativement dégagé au milieu des frondaisons, il essaya de s'y poser, mais il avait mal estimé la force du vent. Dans un craquement de branchages brisés qui amortirent sa chute, il roula à terre et put se relever sans trop de mal. Les autres se posèrent normalement, à l'exception d'une ou deux blessures superficielles. Théotormon avait été pourvu d'un harnais supplémentaire en raison de son poids, mais cela ne l'empêcha pas de tomber beaucoup plus rapidement que les autres. Ses jambes désarticulées ployèrent sous lui et il alla rouler à quelques mètres de son point de chute. Puis il se releva en glapissant, parce qu'il s'était cogné la tête. Wolf attendit que tout le monde ait récupéré. Il salua longuement de la main les Ilmaouirs qui les regardaient, massés aux écoutilles, puis l'île s'éloigna et fut bientôt hors de vue. Le groupe des seigneurs prit alors la direction de la colline proche. Wolf était sur ses gardes, car avant de quitter la Bouta, il avait aperçu plusieurs villages indigènes. Mais ils gravirent la colline sans incident et se trouvèrent bientôt au pied des deux gigantesques hexagones. « Pourquoi deux portes » s'enquit Palamabron. « Je suis sûr que c'est encore là un raffinement d'Orizen, » fit Vala. « L'une des deux doit mener au palais d'Apirmatsum. Quant à la seconde... »« Mais comment trouver la bonne » demanda Palamabron. « Imbécile » dit-elle. « Nous ne le saurons pas tant que nous n'aurons pas essayé. » Wolf ne put réprimer un léger sourire. Depuis qu'elle s'était éloignée discrètement en compagnie de Palamabron, elle le traitait plus bas que terre. Palamabron semblait tout à fait dérouté par cette attitude. De toute évidence, il s'était attendu à une sorte de gratitude de sa part. « Il vaut mieux que nous prenions tous la même, » dit Wolf. « Je ne crois pas qu'il serait judicieux de diviser nos forces. »« Bien dit, frère, » approuva Palamabron. « Si nous nous séparons, et si un groupe arrive au palais d'Orizen et réussit à le tuer, ce groupe se rendra maître de la situation et trahira l'autre. »« Ce n'est pas pour cela que j'estime qu'il faut rester unis, » fit Wolf. « Mais ce que tu dis là ne manque pas de poids. »« C'est bien la première fois qu'il dit quelque chose d'intelligent, » sursura Vala. « D'habitude, il est aussi fort en psychologie qu'en amour. » Palamabron devint cramoisi et porta la main au pommeau de son épée. « Je suis fatigué de subir tes injures, » dit-il. « Encore une, et ta tête roulera par terre. »« De dures épreuves nous attendent, » dit Wolf. « Gardez vos forces pour ce qui nous attend de l'autre côté de l'une de ces portes. » Il perçut un mouvement au milieu des buissons à une centaine de mètres de là. Un visage se montra. Un indigène était en train de les observer. Wolf se demanda si les habitants de l'île avaient jamais essayé de franchir les portes. Si l'un d'eux s'y était risqué, sa disparition avait probablement épouvanté les autres. Il était possible que cette zone fût considérée comme taboue. Les réactions des indigènes l'intéressaient, car il se disait qu'un jour ou l'autre, elles pourraient s'avérer utiles. Mais pour le moment, il n'avait pas le temps de s'en occuper. Chryséis était prisonnière dans le palais d'Orizen, et chaque minute devait être pour elle un insupportable tourment, pas seulement moral, car rien ne disait qu'Orizen ne la torturait pas physiquement. Il frissonna à cette pensée et s'efforça d'oublier momentanément Orizen. D'autres préoccupations plus immédiates requéraient son attention. Il regarda les autres. Il l'observait silencieusement. Pour rien au monde, il n'aurait admis la chose, mais il le considérait comme le chef du groupe et attendait qu'il prît une initiative. Il n'était pas l'aîné des frères, et un de ses cousins était plus âgé que lui. Mais chaque fois qu'une crise s'était présentée depuis qu'il était parmi eux, il avait réagi de façon immédiate et résolue, et c'est lui qui possédait le vibreur. En outre, et bien que là encore, il refusasse de se l'avouer, il devait percevoir chez lui quelque chose de différent, une dimension qui leur faisait défaut. L'expérience terrestre de Wolf lui avait donné prise sur des domaines que depuis toujours il jugeait indignes de leurs préoccupations.
Libérés depuis trop longtemps des difficultés et des servitudes d'une existence située à un niveau primitif, les autres seigneurs se sentaient perdus. Eux qui avaient été des faiseurs d'univers au statut quasi divin, ils étaient à présent ravalés au même rang que les sauvages qu'ils méprisaient tant. Jadawin, ou Wolf, comme il commençait à l'appeler, était, lui, tout à fait à son aise dans un univers de sauvages. « Il faut prendre une décision », déclara enfin Wolf. « Puisque Vala est la seule femme parmi nous, je propose que nous lui laissions le soin de désigner la porte qu'elle voudra. C'est une méthode qui en vaut bien une autre. »« La garce n'a jamais rien fait de bon dans sa vie, » dit Palamabron. « Mais qu'elle désigne une porte. Et si nous voulons être sûrs de ne pas nous tromper, nous choisirons l'autre. »« Tu es libre d'agir à ta guise, » dit Vala. « Mais tenez, voilà celle que je choisis. » Et elle désigna l'hexagone de droite. « Très bien, » dit Wolf. « Puisque j'ai le vibreur, je passerai le premier. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ou plutôt, je me doute bien que quelque chose nous y attend. La mort. Mais j'ignore quelle forme elle prendra. Et avant de partir, je voulais vous dire ceci. Il fut un temps frère, sœur, cousin, où l'amour régnait entre nous. Notre mère vivait alors, et nous étions heureux auprès d'elle. Nous redoutions notre père, le terrible et sombre Urizen, mais nous n'avions pas de haine pour lui. C'est alors que notre mère mourut. Dans quelles circonstances, nous l'ignorons encore, mais nous sommes plusieurs à supposer qu'Urizen l'a assassiné. 3 jours seulement après sa mort, il prenait pour femme Araga, elle-même seigneur d'un vaste univers, et ils unirent ainsi leurs 2 domaines. Quelle que soit la cause de la mort de votre mère, nous savons tous ce qui s'est passé ensuite. Urizen se mit à regretter d'avoir des enfants. C'était l'un des rares à avoir élevé ses enfants en seigneurs. La race des seigneurs est en train de mourir. Ils paient le prix de leur puissance et de leur soi-disant immortalité par une lente et graduelle extinction, et aussi par la perte de la seule chose qui donne un sens à la vie, l'amour. « L'amour !» s'exclama Vala. Elle éclata de rire, et les autres se joignirent à elle. Luva esquissa un demi-sourire, mais ne rit pas. « Vous me faites penser à une meute de hyènes, » leur dit Wolf. « Les hyènes se nourrissent de charognes. Ce sont des brutes sournoises, répugnantes et puantes, et leurs habitudes les font universellement mépriser et haïr. Mais au moins, elles remplissent une fonction utile, et il m'est difficile d'en dire autant de vous. L'amour, oui. Je n'ai pas honte de le répéter. C'est une notion qui ne signifie plus rien pour vous. Il y a trop de siècles que vous en avez oublié l'usage, et même alors, je doute que vous l'ayez ressenti avec beaucoup d'intensité. Mais, comme je le disais, nous nous sommes aperçus un jour qu'Urizen songeait à se débarrasser de nous, ou du moins à nous répudier et à nous envoyer vivre au milieu des aborigènes d'une planète de son univers, un monde sans porte pour prévenir toute vengeance de notre part. Nous avons donc fui. Il nous a poursuivis pour essayer de nous tuer. Nous lui avons échappé et nous avons dû tuer d'autres seigneurs pour nous emparer de leur univers. C'est alors que nous avons oublié que nous étions frères, sœurs et cousins, pour devenir des seigneurs comme les autres, fourbes, intrigants, haineux et jaloux, des assassins aussi cruels entre nous qu'envers les misérables créatures qui peuplent nos univers. « En voilà assez, frère !» s'écria Vala. « Où veux-tu en venir ?» Wolf soupira. Il perdait son temps et son souffle. Je voulais vous expliquer qu'Urizen nous a peut-être rendu service sans le vouloir. Peut-être grâce à lui, pourrions-nous retrouver un peu de l'amour qui a baigné notre enfance et nous comporter en frères au lieu de... Il s'interrompit. Leur visage était semblable à ceux d'idoles de pierre. Le temps pouvait les briser, mais jamais l'amour n'adoucirait leurs traits. Il leur tourna le dos et franchit la porte de droite. C'était Les Portes de la Création, tome 2 de la saga des Hommes-Dieux, par Philip Joseph Farmer. Chapitre 7. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.